Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Céline. Ah, je vous vois. Bonjour. Contente Bonjour. de vous voir. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Oui, moi aussi. On est tous très heureux de vous rencontrer. On vous a lu. C'est quoi alors attendez, il y a un truc ici. On va essayer d'éviter les assauts de transactivistes. Céline. Alors, c'est Céline Masson. Coupe ton son parce que sinon il t'entend. C'est quoi ça, broadcaster? Bon, je sais pas. Mais vous l'enregistrez Alors oui, j'enregistre. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Ça vous va, Bruno? Oui, broadcaster, je sais pas. Pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a indiqué en bas Docteur Lozes. Ouais. Islambix. Le fais pas, tu ne connais pas, tu ne fais pas entrer. C'est des gens islambix. Bah, tu sais, il y a des gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai que le nom, là... Alors, 2 minutes. Tiens, voilà. Tiens, voilà, tiens. Voilà. faudra que vous désactiviez vos... Les micros. Ah non, c'est bon, c'est parce que j'ai pas de... Non, la personne nous écrit, là, ça va. Vous n'êtes pas un transactiviste, hein? C'est parce que je n'ai pas de webcam, d'accord, hein, bon. Ça a l'air... Ça va. Je trouve que c'est pas correct, en fait, d'être caché quand tout le monde se montre. Il y a un côté pas correct, quoi. Qui c'est qui parle? Essayez de désactiver vos micros, on vous entend. Bon. Isabelle, tu es là? J'ai vu arriver Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Smaïn. Salut Smaïn. Voilà, Isabelle est là. Essayez d'éteindre vos... Voilà, je ne sais pas qui c'est là. Désactiver. Ça a l'air d'être bon. Ok, vous réactiverez vos micros quand vous pourrez au moment du débat. On va commencer, il est 31. J'attends juste peut-être Sylvie, est-ce qu'elle est là? Sylvie, et ce n'est pas encore connecté, Sylvie Zucca. Bon, on va commencer. Donc, bienvenue à notre collègue Bruno Chawat, Isabelle de Mecnem et Sylvie Zucca qui doit nous rejoindre. Et merci à tous d'être là. À vous tous, précieux soutien de notre observatoire. À vous tous, ou en grande partie qui suivez notre aventure et l'actualité. Voilà, c'est vraiment important. Il y a quelques parents aussi qui nous rejoignent, hein, puisque certains parents sont membres aussi de l'Observatoire. Et voilà, alors je vais présenter Bruno Chawat. Je vous avais donné quelques informations là à l'occasion de l'annonce de la conférence. Donc Bruno Chawat est professeur de littérature française à l'université de Minnesota, donc actuellement il est aux États-Unis, avec combien, 7 heures de moins, Bruno? Je suis à combien d'heures de moins? 7 heures de moins. Ah ben, 7 heures de moins, voilà. Et donc, il est auteur, et c'est pourquoi on l'invite, il est l'auteur de L'homme trans, variation sur un préfixe, aux éditions Léo Cher. C'est un livre paru en 2019, qui est passionnant. C'est un livre que j'ai eu grand plaisir à lire. Voilà, il a évidemment d'autres, comme vous avez vu, d'autres cordes à son arc et travaille notamment sur l'antisémitisme. Et c'est pas sans lien, il nous en parlera. Sujet trans, sujet juif, voilà, il aura l'occasion de nous en parler. Isabelle de Mecnem donc interviendra. Est-ce qu'elle est arrivée, Sylvie? Non. Isabelle de Mecnem donc, est professeure agrégée de philosophie et membre du Conseil des sages de la laïcité et auteure d'un livre sur la laïcité. Et elle est
co-dirige avec moi la collection Questions sensibles chez Hermann, et Sylvie Zucca, donc, qui est psychiatre et qui travaille notamment sur les migrants, sur l'anorexie. Elle a une grande expérience de l'anorexie et de l'adolescence, des images. Elle est auteure d'un livre « Je vous salis ma rue ». Voilà. Elle va intervenir bientôt à Reims notamment, à la Criée, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, Sylvie comme Isabelle interviendront donc après la conférence de Bruno Chawat, et elles réagiront à la fois à la conférence, mais aussi interagiront à partir de leur expérience. Sylvie du côté de sa pratique clinique avec les adolescents, notamment ces adolescents et jeunes adultes qui s'identifient trans, et Isabelle à partir aussi de son expérience du côté de l'éducation et de ses lectures. Voilà. Bruno Chawat, on vous laisse la parole. Donc, une trentaine de minutes, entre 30 et 45 minutes, comme vous voulez. Voilà, oui, c'est ça, exact. Alors, merci infiniment, Céline Masson. Merci à l'Observatoire pour votre invitation. Donc, j'ai intitulé ça provisoirement « Mal-être dans l'orthodoxie ». Mal, M-A-L-E, si vous voulez l'entendre ainsi. Donc, je ne suis ni psy ni médecin, je ne parle donc pas depuis une position clinique ni théorico-scientifique. Ce qui m'avait intéressé en écrivant L'homme trans, c'était cette aspiration de l'homme à dépasser l'homme, à être plus ou à être autre que l'homme. J'avais dit que trans est au fond le propre de l'homme. M'avait beaucoup inspiré la relecture de Pic de la Mirandole et son anthropologie jugée hérétique en son temps. L'homme, écrivait Pic dans sa célèbre oraison, est un caméléon. Il est non seulement Prométhée, mais aussi Prothée. Le propre de l'homme, c'est la rivalité avec les dieux, doublée du pouvoir de métamorphose. L'homme est donc une potentialité métamorphique. Son essence est virtuelle. À chacun d'actualiser cette virtualité. Évidemment, Pic écrivait dans un contexte tout autre que le nôtre, et il serait abusif de voir dans l'oraison une sorte de proto-existentialisme. Car la dignité et la liberté de l'homme, pour lui, ne pouvaient se penser en dehors de la main toute-puissante d'un créateur parfait, le parfait ouvrier, et d'un ordre cosmique lui-même parfaitement ordonné, avec créature basse, créature haute, et l'homme comme créature intermédiaire. Entre-temps, l'humanité a vécu la révolution copernicienne et newtonienne, puis la théorie de la relativité, toutes les sciences du chaos, le bel ordre cosmique a été ébranlé et notre monde est désorbité. J'ai trouvé dans le transhumanisme une illustration contemporaine de cette aspiration trop humaine au dépassement, à l'autocréation. Faber Sui, ouvrier de lui-même, disait Pic de la Mirandole au sujet de l'homme, et de manière très différente dans la transition de sexe-genre, distinction qui reste toujours floue, une forme de révolte métaphysique contre l'enfermement dans un corps sexué ou mal sexué. J'avais rapproché donc les deux phénomènes, transhumanisme et transgenre, peut-être trop hâtivement, bien qu'il y ait tout de même des passerelles entre eux. Notamment, les deux phénomènes sont marqués par le désir du sujet d'opter pour des altérations physiques par la chirurgie ou l'usage de méthodes chimiques. Dans les deux cas, il s'agit de se donner les moyens de transformer un donné naturel pour vivre mieux, pour être plus performant dans le cas du transhumain, et dans le cas du transgenre, pour établir une congruence entre corps et identité. Dans les deux phénomènes s'affirme donc un individualisme adossé à une économie libérale, même s'il faut interroger cet individualisme, puisque comme Tocqueville le disait déjà, il n'est jamais immunisé contre le conformisme. Cela étant, il ne faut pas trop vite imputer au capitalisme. Celle-là, c'est un bon. Allô, vous m'entendez? Écoutez un petit peu. Non, il n'y a pas de... Oui, allô? J'entends... Je vais essayer de trouver... l'écho, là. Qui c'est qui parle? Il n'est jamais immunisé contre le confort. Cela étant, il ne faut pas trop imputer au capitalisme ou à ce qu'on appelle aujourd'hui polémiquement néolibéralisme, cette aspiration trans, puisqu'on sait que des États totalitaires communistes œuvrent depuis longtemps à accoucher d'un homme nouveau, un homme augmenté, des armées augmentées, etc. Dans le transhumanisme, tout se passe comme si l'on découplait corps, res extensa, et pensée-langage, une res cogitans, dans un retour inattendu du dualisme radical, bien plus radical, je pense d'ailleurs, que le cartésianisme. C'est pour cette raison que j'avais eu recours au prisme heuristique de la gnose, de la tradition hétérodoxe ou hérétique du christianisme. Quant à notre actualité brûlante, on remarque que dans le débat sur ChatGPT,
On évoque très rarement, voire jamais, la question du corps, c'est-à-dire du corps parlant ou du par-l'être. On entend rarement qu'une parole sans corps n'est au fond pas une parole. On voit que le dualisme dans l'idéologie transhumaniste est radical, puisque les technoprophètes sont convaincus de la continuité entre pensée-parole humaine et pensée-parole artificielle. Le corps vivant est tenu pour une sorte de hardware remplaçable par la silicone, alors que cette substitution n'a rien d'évident. Jean-François Lyotard, dans les années 90, écrivait « Il n'y a pas de pensée sans corps ». Cela ne signifie en rien que l'intelligence artificielle n'est pas performante, tout au contraire. Elle est bien trop performante pour relever de la pensée, qui, elle, manque toujours son but. C'est ce qu'on appelle, il me semble, le désir. Chez l'humain, ça laisse toujours à désirer. Mais je vais me pencher aujourd'hui sur la question du transgenre qui constitue le centre d'intérêt de votre association. Si le transgenre ne pose ni ne vise la désincarnation au même degré que le transhumanisme, il ne me semble pas moins céder à un dualisme troublant. Le moi, le self, l'identité, serait irréductiblement hétérogène au corps vivant. Il y aurait une inadéquation ontologique entre le corps et l'identité qu'on appelle de genre. Tout au moins dans certains cas, le moi serait comme prisonnier du mauvais corps. Dans certains cas seulement, mais il semble que les cas se multiplient, et certains chercheurs parlent de rapid onset gender dysphoria qu'ils corrèlent à des formes de peer pressure exercées la plupart du temps sur des réseaux sociaux. Les exemples sont légion, je pense que votre organisation les recense, de jeunes gens en proie à l'idée que leur corps ne correspond pas à leur être intime et qu'il est vécu comme une douleur insurmontable. C'est ce motif de la prison du corps, aussi ancien que le néoplatonisme, qui m'a aussi interpellé, retenu, et l'idée qu'on puisse s'en délivrer, que le corps pèse, qu'on peut s'en affranchir pour recouvrer quelque chose comme une authenticité ontologique. C'est cela qui m'a fait réfléchir à des ponts entre des éléments religieux refoulés et notre modernité. Cette collision entre une pensée religieuse radicalement dualiste et en ce cas précis mystique, et ce qui se présente souvent comme un progrès démocratique et une avancée dans les droits de l'individu, à savoir la possibilité de choisir son genre, je l'ai trouvé formulé dans un témoignage publié récemment sous le titre de Becoming Eve par Abby Stein. Je signale que ce livre, Becoming Eve, a fait l'objet d'une longue recension dans Le Monde, où l'auteur est célébré pour son courage et sa liberté contre la répression religieuse. Ce n'est pas la première fois du reste qu'un témoignage d'ultra-orthodoxes juifs reçoit un accueil positif dans la presse européenne. On se souvient de la série Unorthodox, basée sur un mémoire, qui dénonçait le traitement des femmes dans le milieu ultra-orthodoxe à New York également. La jeune femme de la série trouvait refuge dans le Berlin queer. Abby, tel est le prénom donc que l'auteur de Becoming Eve se donne au moment de sa transition. Le nom du Bérit ou Bris, c'est-à-dire de l'alliance, de la circoncision, du baptême, est pour ainsi dire excisé du récit autobiographique. Cette pratique de forclusion du nom de baptême semble courante dans l'éthos de la communauté trans. On parle à ce titre du dead name, c'est-à-dire que le nom donné au baptême, le nom de naissance, est un nom mort, le nom d'un mort, ce qui donne à penser la transition comme une forme de renaissance. Il y a du born again, il me semble, dans le processus de transition, quelque chose comme une autogenèse. Renaître ou naître à partir de soi, ce désir-là n'est pas étranger à l'éthos trans, et il faudrait l'interroger, ce désir, car il fait signe vers une angoisse de l'héritage, un malaise relatif à ce qui est reçu plutôt que choisi. Comment faire quand on grandit dans la tradition ultra-orthodoxe juive, dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, bulle démographique peuplée de chassidim, quand on ne parle que yiddish et qu'on ne lit qu'en hébreu, quand on est coupé de toute modernité pour s'affirmer sujet trans? C'est cette histoire que raconte Abby Stein dans son livre émouvant. Comment rester juif et en même temps embrasser ce qu'on pense être son identité authentique, son vrai moi? Dans le judaïsme orthodoxe, le corps étant créé, il ne peut être que le bon corps. De même, l'orientation sexuelle n'est pas soumise au questionnement, sauf à dévier de la tradition. Je parle bien sûr ici de l'orthodoxie où Abby Stein a grandi, et non de nouvelles formes de judaïsme orthodoxe très souples en matière de genre ou d'orientation sexuelle. Les psys, j'en suis sûr, auront beaucoup à dire sur le témoignage d'Abby Stein, puisqu'on y trouve un jeune garçon dans un milieu extrêmement répressif quant à la sexualité,
et plus encore quant à l'homosexualité, qui va se persuader que son attrait adolescent pour les garçons signifie non pas un choix d'objet homoérotique, mais une erreur de la nature, pour ainsi dire, ou mieux, un destin métaphysique, voire, j'y reviendrai, métapsychique. La dissonance cognitive est telle chez le jeune garçon juif entre un surmoi ultra-orthodoxe et le désir homosexuel qu'il cherchera une explication et une justification dans la tradition juive à son mal-être, ou plutôt à son être mâle. Car sur le jeune homme pèse le poids de plusieurs siècles de tradition. Premier mâle de la famille, il est l'héritier d'une très longue lignée judéo-aristocratique. Le poids de l'héritage est tel que le jeune homme va vivre un effondrement psychique, refuser cet héritage, cette dette, cette redoutable demande des ancêtres à continuer la lignée qui, lui est-il raconté dès son plus jeune âge, remonte au fondateur du chassidisme, le Baal Shem Tov. Et je cite Abi Stein, le nom de Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov, maître du bon nom, est révéré par beaucoup, écrit Abi Stein dans l'introduction de son mémoire. Nom éminemment symbolique puisqu'il ne signifie rien moins que le bon nom, le superlatif du nom. C'est à ce superlatif du nom que la dette du premier garçon de la famille est due. Et c'est à l'âge de la bar mitzvah que tout se joue, c'est-à-dire au moment où la différence sexuelle s'inscrit de façon irréversible, voire même agressive, alors qu'avant la bar mitzvah, le jeune juif peut encore jouer de l'ambiguïté sexuelle, qu'il baigne encore dans une sorte d'enfance au temps des anges asexués. C'est aussi à ce moment de la bar mitzvah que le jeune garçon se prend à douter qu'il vit une crise existentielle et religieuse. Et si Dieu n'existait pas, puisque les adultes autour de moi refusent de comprendre que je suis une fille, s'ils ne peuvent pas voir cela, que je ne suis pas ce que je semble être, c'est peut-être que la lumière divine dont les plus sages d'entre eux se prétendent nimbés est une imposture. Je cite Abi Stein, « Je ne pouvais croire en rien de tout ce qu'on m'avait raconté jusqu'ici. Si toutes les autorités dans ma vie me disaient que je suis un garçon, alors que je savais bien moi que j'étais une fille, comment pourrais-je croire à tout le reste? Et s'ils se trompaient sur mon genre, ils pouvaient se tromper sur Dieu aussi. » Fin de citation. D'ailleurs, la mémorialiste ira plus loin, suggérant presque que le mal-être vient du fardeau de l'orthodoxie, ce monde qui asphyxie le sujet, l'enferme dans la géhenne des rôles de genre. Je cite encore, « Finalement, pensais-je, ce qui me dérange vraiment, ce n'est pas le genre, c'est la religion. » Fin de citation. Je puis aisément m'identifier avec ce jeune juif rebelle, car c'est aussi à la veille de ma propre bar mitzvah que je remis en question l'existence de Dieu et que je manquais de sécher ma propre fête. Rien d'étonnant donc à ce que tout à coup l'ordre symbolique s'écroule. C'est précisément au moment de la pression du surmoi, où la pression du surmoi devient la plus forte, que le psychisme du jeune homme s'effondre. Tout à coup, on ne peut plus tricher. Alors, le genre ou la religion? Mais n'est-ce pas la même chose au fond au regard de l'inconscient? La différence des sexes n'est-elle pas l'effet d'un Dieu castrateur et cruel, ce démiurge qui coupe le masculin du féminin, qui casse le rêve androgyne? Dans la tradition chassidique, bien avant la bar mitzvah, à l'âge de 3 ans, la coupe de cheveux rituelle était l'avant-signe de cette irréversibilité du corps vivant, divisé en masculin et féminin. Pourquoi cette coupe de cheveux, sinon pour marquer dès la tendre enfance que le sexe, ça coupe? D'autant que la coupe de cheveux rituelle chez les chassidim, c'est le moment d'une signature de la différence sexuelle. Je cite Abi Stein, « Mon père avait des paillesses, des paillotes, ma mère et mes sœurs n'en avaient pas. » Les juifs yéménites, rappellent Abi Stein, nommaient ces coins ou paillos, péot en hébreu, les signes. Il est très fréquent que les petits garçons craignent la première coupe de cheveux, qu'ils se révoltent contre le ciseau du coiffeur. Là encore, je parle d'expérience, ce fut le cas de mon fils à l'âge de 2 ans. Pourtant, cela ne fait pas d'eux des filles captives d'un mauvais corps. Dans le cas du chassid, la marque est profonde, elle démarque de manière radicale le masculin du féminin, elle assigne le petit garçon au destin masculin. La coupe de cheveux peut donc facilement devenir traumatique dans ce contexte ultra-orthodoxe. La bar mitzvah entérine davantage encore l'exil qu'est la sexuation, puisque symboliquement et même littéralement, c'est le moment où l'adolescent devenu un homme doit s'exiler du mundus muliebris, du monde des sœurs, des mères, des grands-mères. Le jeune homme sera désormais dans le camp des hommes et pour toujours assigné. Il sera pour ainsi dire exilé. C'est ainsi que se vit l'adolescent avant de devenir Abi Stein, comme en exil, au fond,
ainsi que les gnostiques vivaient l'incarnation en général comme un exil dans le monde, dans le corps. Mais un incident me paraît plus intéressant encore et plus symptomatique que la coupe de cheveux. Il s'agit d'une sorte de scène primitive que je vous propose, que je propose à votre lecture. Vers 4 ans, le petit garçon fait la découverte de son pénis que dans son bain, il tente de scarifier. La mère le surprend, je cite. « J'avais pris des épingles à nourrice et les utilisais pour piquer une partie de mon corps, mon pénis. J'étais en colère contre lui, fâché contre son existence, et je voulais lui faire sentir ma douleur. » Fin de citation. Est-ce alors la preuve de ce qu'on appelle dysphorie de genre, expression qu'Abby Stein apprendra bien plus tard lors de son émancipation de la communauté orthodoxe, de son apostasie, si l'on peut dire? Je veux dire, peut-on attribuer le souvenir, car évidemment il s'agit d'une réminiscence de l'adulte Abby Stein, souvenir donc de cette auto-scarification, à une erreur, je suis dans le mauvais corps, la nature ou Dieu ont fait une erreur, ou bien à une blessure psychique, voire à un jeu d'enfant réélaboré en certitude de dysphorie dans le souvenir de l'adulte, Abby Stein. S'agit-il d'un souvenir écran, d'une paramnésie, d'une scène primitive? Toujours est-il que l'adulte se revoit tentant de blesser l'encombrant appendice de la virilité dans un geste qu'elle lit, elle, Abby Stein, comme tentative d'autocastration. Geste qui, on s'en doute, affole la mère, je cite, « Pourquoi fais-tu une chose pareille? Parce que ce truc n'a rien à faire ici, c'est ici, par erreur. » Fin de citation. Pour la mémorialiste Abby Stein, ce souvenir serait preuve irréfutable que l'enfant est né dans le mauvais corps et que c'est dès l'âge de 3 ou 4 ans qu'il sait, d'un savoir péremptoire, qu'il est une fille. L'auteur écrit de mémoire ses souvenirs de la petite enfance, sans vérification avec les parents qui l'ont ostracisé depuis son coming out. Cette certitude est troublante, elle revient souvent dans le récit. S'agit-il de la certitude de l'adulte ou de l'enfant? Elle se formule ainsi. Je propose de la reformuler dans mes propres termes. Je l'ai toujours su, ça m'a toujours accompagné depuis mes tout premiers souvenirs. Du plus loin que je me souvienne, j'aurais toujours été une fille. Alors, pourquoi ne croirait-on pas à Abby Stein que cette certitude était là depuis toujours, qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction après coup, mais d'une expérience originaire ou plutôt d'une expérience authentique? Comme si l'épreuve de ce mal-être n'était rien moins que la preuve de l'erreur métaphysique. C'est une question que je pose, bien sûr, nous ignorons tout de la substance de cette certitude. Construite après coup ou originaire, premier mensonge, proton pseudos, comme dit Freud de la scène primitive racontée par Emma, ou au contraire première vérité, vérité du moi intérieur. Sommes-nous en présence de la vérité du sujet, un sujet qui dès lors aurait toujours su qu'il n'était pas du bon sexe, du bon corps? Et pourtant, Abby Stein sent bien que le mal-être est un fait de l'adolescence. Je la cite encore. Chaque jour était un combat. Mon moi intime grandissait, de plus en plus en porte-à-faux, en décalage avec mon existence extérieure, tandis que l'assaut de la puberté masculine venait jouer des tours à mon corps et à mon esprit. Fin de citation. Nous pouvons donc tout de même former une hypothèse dont l'auteur ne semble pas vouloir, qu'elle semble contourner, voire éviter. C'est une hypothèse qui, dans le cas précis de ce mémoire, et parce que la lecture comme l'analyse s'attache à la singularité et doit, il me semble, poser une certaine empathie avec son objet, c'est une hypothèse qui ne me paraît avoir rien d'extravagant ni d'irrévérencieux. Je ne pense pas qu'elle trahisse la singularité de l'expérience racontée. Mon hypothèse, donc, c'est que ce serait l'inassumable fardeau de l'origine et de la généalogie qu'on demande à l'enfant mâle de porter. Abby reconnaît dans l'épilogue de son mémoire, je la cite, « Je me souvenais qu'on m'avait répété 100 fois que j'étais la continuation de siècles de tradition, que je deviendrais rabbin, que je porterais sur les épaules le lait de mon très saint ancêtre. » Fin de citation. Devenir Ève, c'est en finir avec la dette des hommes, devenir la première femme, refonder une origine plus légère, au féminin. Se délester donc du fait FAIX et du fait FAIT généalogique, de cette terrible injonction de continuer la génération, et surtout de l'héritage de l'homme très saint, de cet effrayant idéal du moi, le Baal Shem Tov. Le jeune homme ne se mariera pas moins, il aura même un fils.
mais nous ne saurons pas dans le mémoire ce qui arrive à l'enfant. Quant aux premiers émois érotiques, ils sont réservés à un camarade de yeshiva, Chesky. Je cite Abby Stein, « Je ne savais rien alors de l'attirance homo-érotique, mais évidemment, j'étais une fille. Il me paraissait donc tout à fait normal d'être attiré physiquement par un garçon, et mon amour pour Chesky semblait comme une preuve supplémentaire que j'étais une fille, car seule une fille pourrait désirer un garçon, n'est-ce pas ?» Fin de citation. Il est clair ici que la justification imaginée par l'adolescent pour son attirance homoérotique, c'est l'erreur de la nature, celle qui l'a fait naître dans le mauvais corps. Abby Stein, étudiant brillant, promis au rabbinat, qui adolescent se livre à des journées d'études de 15 heures, n'a pas choisi tout de suite, du moins, une sortie du judaïsme, même s'il est tenté ou fut tenté par l'athéisme. Il se rabattra sur une autre tradition, la tradition mystique. Le jeune homme se shootera, c'est son mot, à la mystique juive. Une tradition, nous dit-elle, qui lui tient lieu de drogue. C'est au Rebbe Yitzhak Moshe qu'il doit de l'avoir introduit aux 2 livres du Rabbi Chaim Vital, un mystique du XVIe siècle, qui avait transcrit les enseignements du Rabbi Isaac Luria, fondateur de la Kabbale moderne. C'est donc dans la mystique et dans l'ésotérisme, notamment celui d'Isaac Luria, que le jeune homme trouvera une réponse juive à son mal-être. Voici ce que découvre Abby Stein dans les livres mystiques. Il était tôt, je cite, « Il était tôt un vendredi matin lorsque j'arrivais au chapitre 9. Le chapitre traite du genre des âmes et de la façon dont différentes âmes peuvent s'introduire dans différents corps à travers le temps. Parfois, il arrive qu'un être masculin se réincarne dans un corps féminin et un être féminin dans un corps masculin. » Pétrifié, je relus plusieurs fois ce passage. Pour la première fois après 16 ans, j'avais trouvé un texte qui justifiait mon existence. Peut-être, après tout, n'étais-je pas complètement fou? Mon âme était féminine, rien ne semblait plus vrai. Fin de citation. En effet, les âmes, selon le topos kabbalistique du cycle ou de la migration ou transmigration des âmes, Gilgul Haneshamot, peuvent être non congruentes au corps. On recense ainsi des cas de possession malveillante, dibouk, qui veut dire le collage, ou bienveillante, ibour, qui veut dire la grossesse. Dans la Kabbale, dit Abby Stein, je cite, « Les relations sexuelles sur Terre correspondent à la relation intime et cosmique entre le Dieu et la déesse. » Sans doute, Abby Stein fait-elle ici allusion à la Shekinah, cette présence divine féminine. Cette idée d'être né dans un mauvais corps n'est pas étrangère à la parole trans, il me semble, même s'il faut toujours être prudent quant au recyclage d'éléments religieux dans le monde sécularisé. En d'autres termes, je ne dis pas que le mouvement trans aujourd'hui ne fasse que recycler des thèmes mystiques ou gnostiques, je l'ai soutenu un peu hâtivement dans mon livre. D'autres déterminations existent sans doute, il se peut même qu'il y ait rupture entre dualisme mystique et cette affirmation contemporaine d'une identité de genre distincte du corps sexué. Il est vrai que le dualisme, cependant, reste frappant et tentante l'analogie. Reste que dans le témoignage d'Abby Stein, on assiste bien à cette collision, ce choc de l'autrefois et du maintenant, comme dirait Walter Benjamin. Comme si une forme archaïque de pensée, les portes de la réincarnation, la Kabbale, la transmigration des âmes, rencontrait une forme ultramoderne et hyper démocratique, le droit de choisir son genre et l'idée de ce non-alignement entre corps et identité de genre. Pourtant, l'histoire d'Abby Stein n'est sans doute pas paradigmatique du mouvement actuel. J'ignore ce que cette histoire représente sociologiquement. Il faudrait étudier les cas de transition en milieu ultra-orthodoxe. Je ne sais finalement même pas si mes remarques vous aideront dans vos propres travaux. Car le mouvement que nous connaissons aujourd'hui et sur lequel vous vous penchez en tant que clinicien semble se développer dans un contexte de non-répression sexuelle, de grande liberté sexuelle en tout cas, voire même d'anomie. Ce que Charles Melman appelait l'homme sans gravité, c'est-à-dire exactement le contraire d'Abby Stein, dont l'avatar mâle ployait sous le poids de la dette. Si l'on peut comprendre un effondrement psychique, une révolte métaphysique liée à une dette exorbitante, c'est tout autre chose de saisir ce qui arrive aux jeunes adolescents de culture séculière, voire anomique,
Ces jeunes qui semblent orphelins d'une loi contre laquelle se révolter, ces jeunes qui, tout au moins en apparence, tatoués, percés, nous paraissent, à tort peut-être, baignés dans une culture de la perversion plutôt que de la névrose, pour reprendre ici la distinction proposée par Charles Melman. Je rappelle aussi que, comme l'a montré Éric Marty dans son livre essentiel, Le sexe des modernes, la théorie du genre, tout au moins dans sa version butlérienne, est étayée sur une certaine idée très américaine de la construction-déconstruction de soi, du self-making, voire du human engineering. C'est là d'ailleurs qu'elle peut rejoindre l'idéologie transhumaniste. Il est difficile donc de comprendre comment un jeune garçon coupé de cette culture de l'autoconstruction ou de l'identité performative, baignant dans le milieu yiddish ultra-orthodoxe, ait pu finalement faire cette expérience tout à fait singulière. Cela vient, il me semble, compliquer, voire même défier la critique de la théorie du genre comme simple phénomène néolibéral ou comme phénomène de mimésis sociale. Cependant, Abby Stein, dans son mémoire, use de certains codes du récit du coming out qui laissent quand même songeur. Le lecteur a parfois l'impression qu'elle est parlée par ces codes qu'on retrouve partout sur Internet, les réseaux sociaux et dans la littérature LGBT. En outre, Abby Stein est entrée sur la scène du théâtre du genre. Elle pose pour la photographe Annie Leibovitz, par exemple, un modèle glamour, version chic et intello de Caitlyn Jenner au dead name de Bruce Jenner, qui était une version populaire et clinquante de la transition de genre. On serait ainsi passé des paillettes aux paillesses ou aux paillos. On peut donc se poser la question de ce qui relève d'une parole singulière et de ce qui ressortit à une conformation au code du spectacle contemporain et des réseaux sociaux. Abby Stein, rabbine réformée, radical chic, ou témoin qu'il existe une innéité de la dysphorie de genre et des sujets en porte-à-faux avec leur corps sexué. J'ai toujours su que j'étais une fille. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en ai fini. Merci beaucoup. Vous avez varié sur le préfixe trans. On va passer la parole à Sylvie Jucas. D'accord. Bonjour, vous m'entendez? Ça marche? Sylvie, bonjour Sylvie, je vais peut-être prendre un crayon si ça ne vous ennuie pas, pour pouvoir prendre des notes, hein, d'accord? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci. Il n'y a pas forcément de quoi prendre des notes. Mais je vous avais dit à quel point j'avais trouvé votre livre passionnant dans sa multiplicité d'entrées, notamment par le biais de la littérature, qui vient finalement rejoindre la clinique dans son histoire et dans l'actualité. Et puis cette entrée entre transgenrisme et transhumanisme, voilà, des choses qui se relient les unes aux autres sans que pour autant vous n'en posiez avec des équivalents. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé en relisant aujourd'hui ce livre, et en me positionnant par rapport à la clinique, c'est plusieurs choses. À un moment donné, vous dites finalement la théorie de l'évolution, c'est un coup porté au narcissisme. Mais le narcissisme, aujourd'hui, tente de porter un coup finalement à Darwin, mais d'une manière si triste qu'on n'imaginait pas à quel point ça pourrait être possible. C'est pourtant ce qui se passe. Et puis, il y a une chose qui me semble très importante dans votre livre, à laquelle on ne se réfère sans doute pas assez comme clinicien, qui est la notion de l'expérience et de l'existence. Et moi qui effectivement ai travaillé de longues années aussi bien avec des adolescents de chez nous, comme on dit, et puis avec une clinique des migrants, j'ai vu à quel point cette question de l'existence et de l'expérience, je la trouvais avec les migrants, avec la question de qu'est-ce qu'être un être humain, qu'est-ce que la vie, et très rarement dans mon cabinet, où la question de la mort se déclinait plutôt sous le thème de la tentative de suicide, ce mot fort laid, mais qui n'a pas à voir avec la question de l'expérience, et ni même de l'existence, selon moi en tout cas. Et ça, vous parlez également par le biais de cet homme dont j'avais lu le livre très étonnant,
Anders qui avait écrit L'obsolescence de l'homme, avec, j'ouvre les guillemets, cette notion de honte prométhéenne de l'homme dépassé par les machines et de sa coupure avec le monde de l'animalité. Et là aussi, cet auteur, cette référence à laquelle vous faites allusion dans ce livre, me renvoie à la clinique de par les jeunes que je vois qui sont imprégnés de la perte de la culture de l'animalité, c'est-à-dire qu'ils sont abreuvés de vidéos dans lesquelles ils assistent à la mort des animaux en tout genre. On leur parle de la finitude d'une planète que nous n'avons jamais. Qu'est-ce qui se passe là? Non, ça va. Ça va. Il y a quelque chose dans ce qui est rapporté dans cette question que nous apporte Günther Anders qui résonne complètement avec les jeunes, ce que nous rapportent les jeunes aujourd'hui dans l'expérience d'une vie finalement assez pauvre, comme s'ils étaient eux-mêmes les enfants du béton, avec également un rapport au corps qui est totalement pris déjà par les écrans et la virtualité sans même qu'ils ne se sont rendus compte puisqu'ils sont les premiers natifs de l'expérience. J'aimerais bien avoir Bruno Chawat en face de moi. Comment je fais? J'ai plus son visage. Il est en face. Ben, je ne sais pas ce que tu as en face, mais… J'ai toi. Ah C'est bon? pas grave. Oui, je vais essayer de voir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, cet isolement, cette solitude des jeunes aujourd'hui, des jeunes générations face à la nature, face aux animaux, face à l'expérience et face aussi à la notion de hasard et d'imprévisibilité qui ont complètement disparu au nom d'une culture où le risque doit être absolument absent, donne à ces jeunes peut-être l'idée que finalement le seul risque à prendre, c'est celui qui n'a pas été encore exploré par les parents, c'est on change de sexe, on change de genre. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout de la même expérience que ce jeune dont vous nous parlez, mais c'est tellement même à l'opposé que ça finit, à Bistein, ça finit presque par ressembler tellement on est face à des cliniques absolument opposées dans laquelle la dimension surmoïque est plutôt inexistante et effectivement celle de la transmission aussi. Et pour autant, les questions aboutissent à la longue un petit peu à la même question, c'est je suis né dans un mauvais corps. La différence, c'est que c'est beaucoup moins argumenté. C'est effectivement un discours très plat, très systématique d'une personne à l'autre. Et en même temps, il y a dans ce qui se passe là chez ces jeunes, on ne trouve pas forcément du tout ce que Abistein a raconté, à savoir l'expérience dès la petite enfance d'une telle haine d'une partie de son corps et de son corps sexué. Et il est vrai qu'il nous faut être un peu humble et savoir que la question trans ne se pose pas du tout de la même façon selon qu'il s'agit d'un petit enfant ou de ce que l'on appelle maintenant la transidentification chez les adolescents qui assez rapidement s'identifient au sexe opposé. Il ne s'agit pas forcément du tout de la même chose au niveau de la clinique. Dans ce que vous apportez également dans ce livre, c'est sur le judaïsme, c'est justement la question de l'inscription de la lettre sur le corps qui est totalement antinomique avec le corps qui lui-même s'inscrit dans une lettre, si on pourrait dire, avec toute cette histoire des tatouages, puis des piercings, puis peu à peu de l'incorporation des écrans dans le corps, et puis finalement l'arrivée du changement de genre qui peut sembler à ces jeunes comme une évolution absolument évidente pour eux, avec en même temps la disparition des codes qui pour nous jusque-là faisaient évidence, qui était celle du visage, celle de l'adresse et celle aussi des traces et de la perte. Donc on est effectivement dans une sorte d'idéologie dont le monde serait absent, et ça n'est pas sans nous faire penser à la clinique des toxicomanes, d'une idée d'une puissance toute dans laquelle à la fois la mort serait vidée de son sens et en même temps que l'idée d'une maladie, d'un manque serait évidée de tout sens.
Alors, c'est pour ça que nous sommes, entre autres, certains d'entre nous, en tout cas moi-même, rencontrés dans cette association, en tout cas en ce qui me concerne, mais ont-ils compris ce qu'est le corps? Ont-ils compris la biologie du corps telle qu'effectivement vous rapportez que Agacinski nous le renvoie très clairement dans son livre, mais tout de même, les enfants, leurs parents, aujourd'hui, comment ont-ils pu passer si rapidement à l'idée qu'un médecin a pu désigner le sexe à la naissance? On n'est pas loin de la théorie des platistes, et en ce sens, on s'éloigne tout de même fortement de la culture, je pense, de Einstein, mais pouvons-nous encore parler à ce niveau-là de métaphysique? Ce serait bien une métaphysique du vide, puisque ces jeunes, ces enfants que nous voyons, que j'ai vus, sont saisis par un vide finalement très angoissant, et j'ai souvent pensé pour eux à une forme de nouvelle mélancolie qui ne dirait pas son nom, et effectivement, qui n'est pas loin, dans certains cas, de formes psychiatriques, mais on n'est pas là pour parler des symptômes psychiatriques. Voilà, c'est un peu confus ce que je dis, mais j'ai trouvé votre livre extraordinairement riche, et pour conclure, je vais tout de même vous relire un peu ce que je vous avais écrit. Quand vous dites, car le trans, dit Shawat, cherche l'actualisation du moi dans un nouveau corps, gender étant devenu le nom donné à l'émancipation de la camisole de l'identité sexuelle primaire, entre guillemets. Quête mystique encore liée ici, contrairement au transhumanisme, à la chair du monde, sorte de transmigration dans un corps techno-bricolé. Vous développez ainsi l'idée d'une métaphysique autour de ce découplage sexe, genre ou biosexué, moi authentique, dans lequel l'âme serait otage du corps, dans une sorte de maladie de l'être dont vous avez parlé tout à l'heure, dans lequel le moi authentique, par le biais du genre, demande à sortir du biosexué, s'évade du corps. Mais si nommer, c'est normer, comme dit Butler, alors cela ne signifie-t-il pas que l'innommable est immonde et que le genre annonce ou peut annoncer l'effondrement du non et du symbolique? Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant, mais je recommande très vivement votre livre, vraiment très vivement. Je vous remercie vraiment infiniment, Sylvie Zucca. Je suis très touché d'entendre votre réponse. Céline, est-ce que vous voulez que je parle un peu ou bien... Oui, allez-y, vous pouvez, oui, répondre, oui. Je suis un peu intimidée là, donc vous pouvez reprendre, je veux bien. Juste deux points, enfin très peu, simplement sur Günther Anders. Oui, c'est un auteur qui est véritablement visionnaire, plus que jamais, me semble-t-il, parce que depuis 3 mois, on a découvert avec ChatGPT, je ne sais pas si vous connaissez cet algorithme tout à fait extraordinaire, qu'on peut comme ça demander à l'intelligence artificielle de vous écrire des textes de création, comme on dit, des essais critiques, des analyses, etc. Et que plus que jamais, je pense, nous allons éprouver cette honte prométhéenne, c'est-à-dire cette forme d'humiliation par rapport à nos instruments, par rapport à nos technologies. Je pense que ça, c'est un phénomène tout à fait inquiétant. Vous avez parlé aussi d'une expérience très pauvre et que j'évoquais dans mon livre. Je pensais aussi à La vie mutilée d'Adorno, qui est un livre très beau, très proche aussi à bien des égards de Günther Anders. Et quand vous parlez d'une sorte d'éloignement du corps dans la jeunesse ou d'éloignement du monde, voire de la nature, c'est possible. En même temps, paradoxalement, il y a un souci de plus en plus grand chez les jeunes, justement, d'habiter le monde ou en tout cas de sauver la planète, de sauver le monde. Alors ça, je pense que ce serait intéressant de relever quand même ce paradoxe-là. Mais c'est très théorique, c'est très théorique. À la fois, ils ont cette énonciation du climat qui est, etc., mais ils ne sont pas dedans, ils sont encore plus impuissants. Donc, ce qui renvoie encore plus à cette, cette profonde tristesse, moi, je les trouve très tristes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que j'ai proposé, donc vous avez observé effectivement qu'il y a quelque chose de paradoxal, une tension d'une certaine façon. Ce que j'ai voulu justement souligner, c'est cette tension entre d'un côté notre culture ou la culture urbaine, séculière, plus ou moins anomique, où se développe, me semble-t-il, le plus, surtout dans les villes, j'habite aux États-Unis, comment dire, cette propension, cette inclination vers le trans ou le transgenre. Et d'un autre côté, ce personnage étrange de Abby Stein,
qui se dit, en tout cas, alors je ne sais pas s'il s'agit d'un packaging éditorial ou de storytelling, il y a certainement une part de ça aussi hein, dans le livre d'Abby Stein. Il y a certainement du storytelling et du marketing. Toujours est-il que cette femme se dit complètement coupée précisément de ces nouvelles modes et de cette culture, disons, justement narcissique qu'on pourrait voir à l'origine de certaines, enfin de cette perversion narcissique qu'on pourrait avoir à l'origine de certains désirs, disons, de toute puissance transhumaine ou transgenre. Je vous remercie en tout cas. Voilà, je vais entendre. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Isabelle. Isabelle? Oui, j'ouvre mon micro. Voilà. À mon tour de remercier la petite sirène pour cette invitation. J'ai été également très intéressée par la lecture de l'essai de Bruno Chawat et ma prise de parole va consister à vous proposer, à vous retracer en quelque sorte mon itinéraire de lecture de cet essai, ainsi que quelques commentaires pour laisser place ouverte évidemment aux échanges et aux dialogues. Alors, le fil conducteur que j'ai retenu dans un premier temps consiste en un énoncé qui m'a particulièrement frappée dans le chapitre 2 de l'essai de Bruno, à savoir le chapitre qui est consacré justement à la question trans et le sujet du judaïsme. Et je savais, hein, puisque nous en avions parlé auparavant, qu'il allait faire état du cas d'Abby Stein, effectivement, en prélude de cet échange. Alors, dans ce chapitre 2, j'ai été donc frappée, comme je vous le disais, par un énoncé que Bruno Chawat emprunte à un auteur. L'énoncé en question consiste à soutenir la chose suivante: le corps du juif ne lui appartient pas. Fin de citation. Et vous êtes d'accord, il y a de quoi être frappé par un tel énoncé. Alors, je l'ai perçu pour ma part, reçu en quelque sorte et déjà interprété cet énoncé dans le sens suivant, qu'on pouvait à la fois combiner une forme de sacralisation du corps, hein, puisque cette non-appartenance renvoie à une transcendance et à l'inscription d'une transcendance dans le corps du juif, justement, et une plasticité des identités, puisque la non-appartenance peut correspondre à une forme d'ouverture maximale en termes de choix identitaire, ce que j'ai eu tendance à interpréter comme une forme, peut-être, de cosmopolitisme de la chair. Alors, ce chapitre 2 a d'abord particulièrement retenu mon attention et a suggéré dans mon esprit 3 associations de lecture que j'aimerais soumettre à Bruno Chawat et à l'auditoire pour que nous puissions éventuellement en discuter par la suite, sachant, et je veux bien sûr prévenir tout le monde, qu'en l'occurrence, je m'aventure sur un domaine qui n'est absolument pas le mien habituellement. Alors, le premier essai auquel j'ai pensé, c'est celui de Charles Mopsic. Je ne sais si dans l'auditoire, certaines personnes ont lu cet auteur, qui est un spécialiste de la mystique juive, que justement Bruno Chawat a évoqué tout à l'heure, et qui a publié un essai sur le sexe des âmes. Il s'agit d'une lecture kabbalistique de la différence des sexes, inspirée principalement de la Kabbale. Et cet essai qui m'a été signalé par un ami qui est également mon initiateur en judaïsme, à savoir Gérard Rabinovitch, j'ai découvert effectivement qu'on pouvait articuler à la fois le sens, hein, puisque c'est ce que souligne cet essai de Charles Mopsic, d'une dissociation entre ce que dit l'anatomie et ce que dit le psychisme et l'intimité psychique en termes d'appartenance ou d'identité sexuelle. Et ce qu'apporte principalement cet essai, c'est l'effort d'une compréhension de cette dissociation
Et il me semble qu'il y avait là un écho direct avec la teneur de l'essai de Bruno Chawa, parce qu'il me semble qu'il s'inscrit également dans cette logique de compréhension de ce qui peut dysfonctionner, ce qu'il a appelé tout à l'heure, à l'instant, le non-alignement entre le corps et le sentiment d'appartenance ou d'identité sexuelle ou sexuée. La deuxième source ou ressource à laquelle j'ai pensé pour étoffer ma réception, encore une fois, de cet énoncé particulièrement frappant, le corps du juif ne lui appartient pas, c'est une contribution d'une historienne du judaïsme qui s'appelle Isabelle Cohen. Et Isabelle Cohen a travaillé sur la différence entre le masculin et le féminin dans le corpus du judaïsme et dans une contribution relativement récente, puisqu'elle a été publiée en 2020, elle a montré alors qu'en dépit de la force et du caractère paradigmatique de la distinction du masculin et du féminin dans le judaïsme, il y avait place pour une pluralité et une diversité des identifications sexuelles, puisque le masculin et le féminin ne sont pas figés dans cette optique en identité définitive, mais sont plutôt conçus comme des pôles, hein, on parle au sens où on parle de pôles d'attraction en quelque sorte, et que entre ces deux pôles pouvait à nouveau s'immiscer toute une gamme de formes mixtes ou mélangées. Et je les cite, Isabelle Cohen les a recensées dans sa contribution. Elle souligne le fait qu'il existe non pas deux genres selon le corpus biblique, mais 5, à savoir la femme féminine, l'homme masculin, la femme masculine, l'homme féminin, et il y a enfin l'indifférencié. Donc, je trouve que cet exemple, cette source et cette ressource sont particulièrement également intéressants. Pourquoi? Parce qu'elles nous montrent, encore une fois, à l'intérieur d'un paradigme très fortement structuré, doublement polarisé par ce féminin et ce masculin, eh bien, s'inscrivent toute une gamme d'ambiguïté et de transition, pour reprendre un maître mot de l'essai de Bruno Chawa, sans bouleverser ou menacer ce grand paradigme du masculin et du féminin. Donc, ça me semble particulièrement intéressant à souligner. Troisième source, ressource, cette fois il s'agit d'un essai de Michael Barzvi, un essai qui porte sur la philosophie de l'antisémitisme. Alors, c'est un point qui n'est pas développé à proprement parler dans l'essai de Bruno Chawa, qui est plus suggéré, mais qui me paraît aussi intéressant, très intéressant à souligner et à identifier. En effet, dans cet essai que je peux montrer à l'écran, Philosophie de l'antisémitisme, bon, qui porte déjà un titre très provoquant, hein, mais bon, l'auteur s'emploie évidemment à expliquer ce qu'il entend par cette expression. C'est un essai qui a été republié en 2019, hein, dans une nouvelle version commentée d'ailleurs et de manière très fine. Bon, dans cet essai, donc, nous trouvons un chapitre qui est tout entier consacré au désir. Et Michael Barzvi retrace ce qu'il appelle la mythologie du sexe ou la mythologie sexuelle qui est associée à la figure du juif par l'antisémite. Et il montre par différents exemples, y compris puisés dans la littérature, hein, de Proust à Céline, passant par Drieux-La Rochelle, la pathologisation de la sexualité juive qui est vraiment un thème extrêmement prégnant de l'idéologie antisémite, y compris celle qui précède des nazis à proprement parler, hein, donc il y a des racines extrêmement profondes.
voilà, je voulais signaler ces 3 ressources-là qui me semblent constituer une espèce d'environnement encore une fois, un des aspects et une des dimensions que j'ai retrouvées donc dans l'essai de Bruno Chaouat. Alors, j'aimerais maintenant aborder plus directement le thème qui est le sien, à savoir ce thème du trans, puisqu'il retient ce préfixe qu'il met en exergue, y compris dans son titre, et pas que dans son titre, également dans le développement théorique qu'il conduit tout au long de cet essai. Et pour inaugurer ce nouveau moment, ce nouveau point de mon propos, je ne résiste pas vraiment à mentionner la découverte que j'ai faite à la lecture d'un article de Daniel Zamora, qui est un sociologue à l'Université libre de Bruxelles, un spécialiste de Michel Foucault, un article qu'il a publié récemment et qui porte sur la guerre culturelle en France, article dans lequel j'ai appris que François Hollande avait publié en 1985 un livre intitulé « La gauche bouge », jusque-là tout va bien, sauf qu'il a publié ce livre sous le pseudonyme de Jean-François Trans, écrit comme le préfixe sur lequel Bruno Chaouat a effectué ses digressions rhapsodiques. Et dans cet ouvrage, François Hollande, donc alias Jean-François Trans, décrit ce qu'il appelle les transcourants de la gauche, en l'occurrence, transcourants pour lesquels il militait à travers cette publication. Donc j'ai trouvé que c'était un exemple également particulièrement remarquable qui pouvait venir à l'appui et qui pourrait peut-être enrichir une suite à donner à l'essai de Bruno Chaouat. Alors, dans votre préface, Bruno, je vais me permettre de m'adresser à vous, même si je ne vous vois pas également. Vous dites que trans est le préfixe de la transgression des limites, qui vous fait envisager donc, pour étayer votre réflexion, 3 figures ou mouvements, je ne sais pas trop comment les qualifier, mais justement, ça participe peut-être aussi de la problématique que nous allons pouvoir évoquer. Donc, qui sont ces 3 mouvements? Le transhumanisme, effectivement, le transgenrisme et la transparence. La transparence étant, comme vous le savez sans doute, un idéal de société ou de civilisation. Vous auriez pu ajouter également, cher Bruno Chaouat, les transfuges de classe à votre panoplie, si j'ose dire, de la transgression des limites, sachant qu'on en parle beaucoup en ce moment en France à travers une actualité éditoriale bien connue. Alors, vous intégrez ces 3 mouvements, ou 3 figures, transgenrisme, transhumanisme et transparence, dans le cadre de ce que vous appelez une anthropologie de la démesure. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction. Une anthropologie de la démesure que vous qualifiez d'une manière tout à fait cohérente, une transanthropologie. Et selon cette transanthropologie, trans serait, comme vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, le propre de l'homme. Ce qui forme évidemment un paradoxe, puisque le propre de l'homme, ce que l'on appelle très classiquement pour le coup dans ma discipline qui est la philosophie, son essence, est censé précisément le caractériser, cet homme au sens générique du terme. Et en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas de ce que vous évoquez et décrivez, puisque c'est bien plutôt un assemblage de virtualités ou de potentialités auxquelles nous avons affaire à travers cette transanthropologie qui conserve pour l'instant, vous voyez que je suis prudente, la référence à une forme générale et commune aux êtres humains qui s'appelle l'humanité. Alors, jusqu'à plus ample informé, puisque il est fort probable
en creusant le fil de cette trans-anthropologie que la notion d'humanité elle-même est appelée à se transformer et que le transformisme de l'homme, de l'humanité, serait donc dans cette logique la prochaine étape, l'étape ultérieure et peut-être finale de la logique que vous essayez de cerner. Alors, ce qui m'a frappé dans votre approche anthropologique, c'est qu'elle vous permet, à mon sens, et voilà mon témoignage de lecture, de développer une lecture à la fois immanente et fondamentale du transgenrisme. Et vous allez me dire si j'ai fait erreur, il me semble que vous ne concevez pas ce transgenrisme comme une idéologie en tant que telle, ou alors comme partie d'un système idéologiste plus vaste qui pourrait être par exemple ce que l'on appelle le wokisme. Alors, je peux me référer à ce sujet pour mieux faire percevoir la différence et la distinction des approches aux propos de Jean-François Bronstein, qui, de son côté, considère le wokisme comme une religion. Il a été amené à en parler récemment sur les ondes dans le cadre d'un débat avec Albert Augien et Alain Finkielkraut. Et Jean-François Bronstein considère les théories du genre comme l'un des critères d'appartenance au wokisme qui, encore une fois, forme pour lui une religion. C'est l'un de ses articles de foi, pourrait-on dire, enfilant sa propre comparaison ou métaphore. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit si métaphorique que cela sous sa plume. Quant à Alain Finkielkraut, dans le cas du débat que j'évoquais à l'instant, pour sa part, il tient le transgenrisme et le wokisme comme des idéologies, c'est-à-dire comme des grilles de lecture. Une grille de lecture, qu'est-ce qu'une idéologie? C'est une grille de lecture univoque qui réduit toute réalité à une signification politique globale. Et donc, il me semble que ce n'est ni l'un ni l'autre que vous soutenez, que vous développez dans votre essai, encore une fois, Bruno Chawatt. Alors, cette anthropologie de la démesure m'a paru très intéressante également à commenter. Et pour ma part, je l'ai perçue comme une anthropologie qu'on pourrait aussi qualifier de démiurgique. Vous avez parlé de ce processus de transformation radicale, ça correspond bien aussi à cette appellation, dans la mesure où cette anthropologie du trans, cette transanthropologie se fonde finalement sur le pouvoir d'auto-transformation de l'être humain, et elle motive, voilà ce que j'apporterai éventuellement comme commentaire, un projet et même un programme. Au stade où nous en sommes, il s'agit de programme, on peut parler de programme à mon sens, un programme d'émancipation, une émancipation que l'on peut qualifier de radicale, puisqu'elle peut conduire à vouloir le refus et à vouloir abolir les faits indiscutables qu'évoque Hannah Arendt dans la citation que vous mettez en exergue à l'un de vos chapitres. Et parmi les faits indiscutables évoqués par Hannah Arendt figure le fait d'être un homme ou une femme. Et je trouve que cette idée d'une anthropologie démiurgique, vraiment une anthropologie de la démesure, comme vous le dites, est aussi intéressante à souligner dans la mesure où elle pourrait nous révéler le primat, dans le cadre de ce projet et de ce programme, de la volonté sur le désir. Et là, je traduis les choses, vous voyez, en termes psychologiques. Donc, peut-être s'agit-il davantage d'un primat et d'une affirmation de la volonté plutôt que de revendication de désir. En tous les cas, si on transpose encore une fois l'analyse du transgenrisme sur ce plan anthropologique,
C'est, me semble-t-il, ce que cela m'a suggéré. Alors, pour revenir à votre propos, autrement dit, on éprouve, en tous les cas, ça a été mon cas, en vous lisant, le sentiment roboratif que vous prenez le transgenrisme au sérieux et que vous cherchez à l'appréhender comme un problème humain, finalement, comparable à d'autres problèmes que rencontrent les êtres humains au cours de l'existence, et que vous faites le choix de l'analyser froidement. Alors, vous caractérisez le transgenrisme d'une manière que j'ai trouvée limpide, à savoir comme une aspiration à transcender la différence sexuelle. Et en l'occurrence, je vous cite, « Votre perspective incline donc à le considérer, ce mouvement ou cette figure du transgenrisme, à le considérer, si je le considère comme un mouvement, comme un programme, d'où le lien que vous avez tracé, que vous avez suggéré entre le transgenrisme et le transhumanisme, qui consiste, si je ne fais pas erreur, en un projet hyperbolique de libération de la condition humaine incarnée, une condition humaine qui est marquée par la mortalité, bien évidemment, et l'angoisse que cette mortalité distille tout au long de la vie. Finalement, le transhumanisme voudrait nous débarrasser de cette mortalité et de l'angoisse qui en découle. Alors, en quoi les sujets trans relèvent-ils de cette anthropologie de la démesure ou de la libération radicale? Voilà la question que je me suis posée en vous lisant. Alors, vous y répondez, bien sûr, à cette question en soulignant le rapport au corps sexué, hein, qui est vraiment le marqueur voilà, de ce qui fonde ce transgenrisme. Vous l'analysez finement en entrant dans le détail de cette conception et de ce discours, parce qu'encore une fois, quels sont les statuts que vous donnez, hein, conception et discours, au transgenrisme. Il ne s'agit pas d'idéologie ou de religion, si je vous ai bien compris. Et vous soulignez très nettement le fait que les personnes transgenres récusent deux choses. Elles récusent ce que dit l'anatomie, ce qui tend à montrer que l'anatomie est une forme de discours. Donc, ce premier discours-là est récusé. Et dans un deuxième temps, les transgenres récusent l'état civil qui ratifie cette réalité biologique. Alors, à ce sujet, on a parlé d'enfants, d'adolescents, plutôt d'adolescents d'ailleurs, mais il m'est venu l'idée que le sexe était désormais constaté dès la période très prénatale, hein, donc ce qui suggère l'idée qu'on pourrait faire remonter à avant la naissance l'idée du mauvais corps que vous développez et que vous soulignez dans votre essai. Donc, ça nous ferait remonter encore plus loin dans l'ontogénèse de l'humain, en l'occurrence, y compris pendant la période fétale. Or, l'appartenance sexuée, donc constatée médicalement, que ce soit à la naissance ou avant la naissance, est ratifiée et perçue ou conçue, hein, d'après le discours que vous analysez, que vous retracez dans votre essai, comme une violence, voire, compte tenu des termes, des propos que vous relatez, des témoignages que vous donnez, voire comme une sorte de viol psychique, puisque finalement, cette identité sexuée imposée eh bien, serait imposée à l'individu au détriment et en dépit de l'identité vécue qui est invoquée par le sujet lui-même.
Il y aurait donc une forme de viol psychique du fait de cette non-congruence entre l'identité profonde et le corps au sens anatomique du terme. Vous insistez aussi sur le fait que ce n'est pas le corps, effectivement, en tant que tel, qui pose problème, mais le sentiment vécu et allégué par les individus se réclamant du transgenrisme de n'être pas dans le bon corps. Et vous soulignez ce registre, effectivement, de l'erreur, comme si s'était produit une erreur originelle, une sorte de bug dans le programme. Et si j'emploie cette notion d'erreur originelle ou cette expression d'erreur originelle, bien évidemment, c'est parce qu'elle fait écho à l'idée d'un péché originel et qu'elle s'y substituerait, évidemment. Alors, ce registre de l'erreur est convoqué par les personnes trans, encore une fois, elles-mêmes, et elle justifie, c'est vraiment l'argument qui justifie la demande, du coup, parfaitement légitime, de réassignation sexuelle, qui apparaît du coup comme une forme de remise en ordre, en quelque sorte, de sorte à faire coïncider le psychique et le biologique. C'était vraiment très frappant dans le propos que vous présentez dans le cadre de votre essai. Alors, cette notion d'erreur m'a évoqué un thème très nietzschéen, puisque c'est Nietzsche qui assimile l'espèce humaine tout entière à une erreur de la nature. Et il y a une expression très belle, une métaphore pour le coup, que je citerai, mais il y en aurait des tas d'autres à ce sujet, déclinant cette idée d'une erreur de la nature à travers l'humanité, à travers l'invention ou la création de l'humanité. Nietzsche disant que l'homme est la maladie de peau de la terre. Et donc, d'une maladie, il faut évidemment en guérir au plus vite. Vous soulignez bien dans cette perspective que le genre est effectivement préalable au sexe et prévaut donc sur tous les signes d'appartenance à tel ou tel sexe, à toute preuve anatomo-physiologique en quelque sorte de l'identité sexuelle ou sexuée des individus. Alors, je renvoie bien sûr à la lecture de votre livre et j'aimerais surtout exprimer en l'occurrence et à ce moment de mon propos une remarque inspirée pour le coup par ma discipline, à savoir la philosophie. Vous dites vous-même qu'on reconnaît dans ce discours très caractérisé des personnes trans un véritable dualisme âme-corps, chose pensante, chose étendue. Et tout à l'heure, vous disiez vous-même que ce dualisme était sans doute plus prononcé que celui de Descartes, qui admettait effectivement une interaction du corps et de l'esprit à travers le phénomène des passions, justement. Donc, le dualisme cartésien ne semble pas aussi intransigeant et exigeant que celui auquel on a affaire à travers le transgenrisme. Le dualisme me semble être le prix à payer, en quelque sorte, de la réduction du corps, et ça c'est le point que je voudrais souligner, à un corps subi, à un corps désinvesti, renié, rejeté et peut-être à connotation persécutoire pour le sujet lui-même. Et là, je m'avance sur un terrain qui sera mieux représenté par des personnes de l'auditoire qui prendront peut-être la parole tout à l'heure. Et donc, cet aspect-là m'a semblé être, pour le coup, très en retrait, voire même carrément en régression par rapport à la réflexion philosophique sur le corps et plus précisément sur la corporéité que l'on trouverait magnifiquement exemplifiée chez un auteur comme Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty était un philosophe donc, de l'après-Seconde Guerre mondiale,
et qui était très informé des données scientifiques, de la biologie, de la psychologie, qui à l'époque était encore, se concevait elle-même comme très scientifique au sens rigoureux du terme, et pas du tout dans un sens spéculatif ou interprétatif. Donc Merleau-Ponty était quelqu'un qui s'appuyait sur tout un corpus de connaissances très rigoureuses pour réfléchir et reprendre à nouveau frais la question du corps, encore une fois, qu'il appréhendait sous l'angle de la corporéité, c'est-à-dire du corps vécu et d'un corps essentiellement expressif. Donc vous voyez aux antipodes de ce corps objectivé, désinvesti, etc., dont j'ai énoncé les caractéristiques tout à l'heure, caractéristiques éminemment négatives, évidemment. Et Merleau-Ponty a réfléchi également au cas de la différence sexuelle, une différence structurante et organisatrice pour les êtres humains, et il l'a évoqué en des termes qui me semblent très riches et très intéressants, comme d'un système symbolique, mais naturel. Autrement dit, la nature elle-même nous mettrait à notre disposition une première forme symbolique, un premier système symbolique sur lesquels les autres systèmes symboliques culturels, cette fois, se grefferaient. Voyez ? Et donc, voilà un exemple de perspective philosophique, phénoménologique, qui prend en compte la différence sexuelle, lui donne un statut extrêmement intéressant qui devient la base, le fondement de l'efflorescence des symbolismes, des différents systèmes symboliques qui sont pour le coup, eux, de nature culturelle. Alors ce dualisme, bien évidemment, j'ai été tentée de l'associer, mais là je ne développerai pas ce point, à ce qu'on appelle en termes psychologiques, voire psychopathologiques, un clivage, ou peut-être de façon plus mesurée ou modérée, une dissociation traversant le sujet. Et je crois avoir lu sous votre plume, Bruno Chaouat, que vous parliez de la dimension de clivage au sein du transgenrisme au sens psychologique du terme. Alors, si vous dévoilez ce que vous avez effectivement aussi appelé, ou ce qu'on pourrait appeler l'ontologie ou la métaphysique, qui sous-tend le discours du transgenrisme, et si nous avons affaire effectivement à un dualisme, il s'agit bien d'ontologie et de métaphysique, vous vous référez aussi à plusieurs reprises, et c'est sur ce point que j'aimerais terminer, à la notion d'authenticité. Vous dites finalement ce qu'expriment les personnes trans, qui sont à la recherche d'elles-mêmes, c'est une quête d'authenticité. Ce qui semble le mieux définir leur intention, leur aspiration, c'est parvenir à cette coïncidence, si possible totale, intégrale, au plus profond de leur personnalité, voilà, qui correspond à cette notion, et qui est une notion pour le coup qui va nous faire changer de registre, parce que la notion d'authenticité est davantage une notion morale, et il n'a plus rien à voir avec une ontologie ou une métaphysique. Donc c'est ce point qui a retenu en dernier lieu mon attention et sur lequel je voudrais vous proposer quelques commentaires à nouveau pour laisser place ensuite aux échanges et au dialogue. Finalement, c'est bien la recherche d'un moi authentique que vous soulignez encore une fois à plusieurs reprises qui serait poursuivie à travers la quête des personnes trans. C'est un point qui m'a paru très intéressant et qui, pour le coup, nous ouvre un autre registre d'interprétation qui est celui de l'éthique de l'authenticité. Alors, quelques mots sur cette éthique de l'authenticité, sur laquelle Luc Ferry a réfléchi et qu'il a attribué aux années 60, aux États-Unis et en Europe. Et comme par hasard, les années 60 correspondent à la naissance, l'affirmation de mouvements d'émancipation individuelle, de l'idéologie de l'hédonisme et de l'authenticité comme idéaux de vie. Et cette idéologie de l'hédonisme et de l'authenticité a précisément inspiré des mouvements de libération sexuelle, et notamment, comme le souligne Luc Ferry, l'abolition des normes
en matière de pratiques sexuelles. C'est-à-dire que cette éthique de l'authenticité a conduit ces mouvements de libération à soutenir l'idée qu'il ne devait plus y avoir de distinction et de hiérarchie entre des pratiques sexuelles qui seraient normales, entre guillemets, et d'autres qui seraient de l'ordre de la perversion et qu'il faudrait donc chercher soit à soigner, soit à punir. Alors, à propos de cette éthique de l'authenticité, qui me semble être vraiment un très beau déploiement de votre essai, on peut citer deux textes que j'avais aussi en tête, qui m'ont permis d'élaborer cette question de la morale de l'authenticité. Je me référerai tout d'abord au très bel essai de Lionel Trilling, Sincérité et authenticité, que j'aimerais vous montrer si je le retrouve sous la pile de livres que j'ai regroupés autour de moi. Isabelle, on va laisser peut-être Bruno Chaouat répondre aussi. Oui, j'ai terminé, Céline. J'ai terminé. Encore 2 mots et j'ai terminé. Donc, cette éthique de l'authenticité qui est développée par Lionel Trilling dans ce magnifique essai. Et Trilling indique bien que l'authenticité va beaucoup plus loin que la sincérité, puisqu'elle englobe la totalité de l'être humain et de son individualité. Il s'agit donc d'une morale perfectionniste que celle de l'authenticité. Et j'aimerais citer en dernier lieu un essai beaucoup plus récent que celui de Trilling, qui est celui de Gilles Lipovetsky, qui est un sociologue et philosophe contemporain, mais il est plutôt classé parmi les sociologues peut-être à tort, qui a écrit un très bel essai sur le sacre de l'authenticité, publié aux éditions Gallimard il y a 1 ou 2 ans, donc un livre vraiment très récent. Et il aborde dans cet essai de plusieurs centaines de pages ce qu'il appelle la bombe trans. La bombe trans. Alors, en quoi s'agit-il d'une bombe? De façon très suggestive, il souligne la réévaluation considérable de l'apparence physique par les personnes trans elles-mêmes. Et elle dit, il s'agit d'une bombe, que cette question trans, parce qu'elle bouleverse complètement la hiérarchie que nous avions tracée dans notre culture et notre civilisation occidentale entre l'être et le paraître. L'être étant considéré comme étant le plus profond, le plus intéressant, le plus riche, le plus essentiel, et le paraître le plus superficiel, voire le plus aliéné et aliénant dans le cadre de l'individualité. Et donc, la bombe trans consiste à faire éclater cette hiérarchie, et dans la mesure où les personnes trans tentent de réconcilier le physique et l'intériorité psychique en modifiant le corps, et le corps tel qu'il apparaît. Voilà, je m'arrête et je passe volontiers la parole. Merci beaucoup. L'auditoire. Bruno, vous avez… Je ne sais pas par où commencer, mais d'abord je ne sais pas comment vous remercier pour une lecture aussi rigoureuse et fine et exhaustive de mes petits travaux. Je vous en remercie vraiment infiniment. Je suis très touché. Alors, je pourrais juste simplement dire 1 ou 2 mots sur la question de l'erreur ou de l'erreur originelle. C'est vrai, c'est une sorte de trope qui revient assez régulièrement, le mauvais corps, disons, je suis pas dans le bon corps. Donc moi, c'est ce trope justement de l'erreur qui m'a mis sur la voie, peut-être de manière un peu trop hâtive, comme je l'ai dit aujourd'hui, de la gnose, ou en tout cas d'une certaine tradition gnostique hyper dualiste. Parce que voilà, et disons que pour la gnose, c'est pas l'homme qui pêche, c'est la création qui est l'erreur. Donc ça, je crois que c'est assez important de le mentionner. Et je continue à penser qu'il y a quelque chose du côté, disons, de forme néognostique ou de gnostique New Age, parce que je parle un peu dans mon livre également de ce très beau livre qui s'appelle le New Age gnostique, où là, on va voir effectivement se chevaucher des idéologies de l'authenticité, cette espèce d'idéologie de l'authenticité, du vrai moi, du moi intime, de toutes ces spiritualités des années 60, 70, 80,
et en même temps des retours ou des résurgences précisément de thèmes, de vieux thèmes anciens et gnostiques. Vous avez parlé aussi de... alors oui, bon, j'ai lu, je ne suis pas du tout savant dans les études juives ou bibliques, et c'est pour ça que je suis allé voir justement chez Abby Stein, et pour lire un petit peu aussi contre moi-même, ce que j'aime faire en général, et pour justement corroborer ce que vous disiez à propos des complexités et des nuances qu'il peut y avoir dans la tradition juive elle-même en ce qui concerne la rigidité, disons, des pôles, des polarités de genre ou sexuelles, hommes, femmes. Je pense que je mentionne un peu dans mon essai justement d'autres traditions dans le judaïsme, c'est-à-dire la mystique précisément, la Kabbale, et éventuellement même à un degré ultime, le judaïsme de transgression, c'est-à-dire le sabbatianisme, si vous voulez, où là, effectivement, on aura une sorte de possibilité de trouver dans la tradition juive elle-même des formes comment dire, d'alternatives à cette rigidité des sexes et des genres. Il y a un autre texte qui m'a beaucoup influencé tout au long de mon écriture, c'était L'homme révolté d'Albert Camus. Vous avez mentionné Arendt, mais je crois que j'étais beaucoup plus en fait influencé par Camus, L'homme révolté, puisque effectivement la notion de révolte métaphysique me paraît très comment dire, pertinente à ces nouvelles formes ou à ces nouveaux discours trans, hein, puisqu'il s'agit effectivement de se révolter, là encore, contre la création. Et si je me souviens bien, il y a chez Albert Camus également un branchage, si je puis dire, de la révolte métaphysique sur les anciens gnostiques et bien entendu sur les figures de rébellion et de révolte poétique, littéraire, etc. du 19e siècle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. En ce qui concerne les genres ou les 5 genres dont vous parliez, je ne sais plus quel est l'auteur que vous mentionniez, un auteur. Isabelle Cohen. Isabelle Cohen, merci. Et là, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, je pense, sur les campus américains. C'est des références en fait à des religions ou à des spiritualités souvent indigènes ou autochtones, surtout dans le cadre des études queer et décoloniales, où là effectivement on va dire dans telle ou telle tribu Native American, etc., il y a beaucoup plus que de genre, beaucoup plus que de sexe, etc. Je pense que ça c'est très intéressant, c'est ce lien précisément qu'il peut y avoir entre des formes que nous jugerions, disons, à tort sans doute, mais en tout cas que nous jugerions archaïques de pensée, ou d'épistémologie en tout cas, et l'épistémologie ou cette espèce de révolte épistémologique qu'est le trans. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'était tellement riche que je trouve que ce serait bien aussi peut-être d'entendre des intervenants. Oui, donc nous allons ouvrir le débat. Merci pour cette prise. En tout cas, nous avons pris de la hauteur avec vous trois, donc merci beaucoup. Et voilà, qui souhaite prendre la parole? Éric Marty. Oui, bonjour Bruno. Alors moi aussi, je voulais intervenir sur Charles Mopsic. Vraiment un livre tout à fait intéressant qui entre en résonance très grande avec le cas Abby Stein que tu as développé. Et c'était très bien ton idée de prendre un cas et de faire que ton exposé soit vraiment autour d'une unité, autour d'un cas qui est un cas compliqué puisqu'il met en jeu quelque chose de très sensible, qui est la question juive au sein même de la question LGBT, qui est un enjeu, au fond, dans un rapport de force, de pouvoir sur le débat. Alors, c'est un livre un peu compliqué, le livre de Charles Mopsic est un petit peu compliqué parce qu'il est présenté comme étant carrément pro-trans. Enfin, il y a une espèce de récupération. Quand on lit la 4e couverture, par exemple, eh bien, la Kabbale semble très sensible à la bisexualité, aux dissensions entre le sexe et le corps, entre guillemets. Et le sexe des âmes est une économie complexe du désir, etc. Il y a vraiment une reprise, une réadaptation du discours de la Kabbale
un vocabulaire, un lexique très, très contemporain. Bon, mais en même temps, et le texte de Mopsic est plus compliqué que ça, il est presque parfois plus timide. Mais il y a une chose qui m'a intéressé, c'est qu'en effet, il y a distorsion du fait des réincarnations, c'est-à-dire qu'un homme peut se réincarner très longtemps après sa mort en femme, etc. Mais c'est lié souvent, précisément, à un péché. C'est-à-dire que je cite un passage justement de Isaac Luria, qui est le mystique auquel Abichten se réfère elle-même dans sa biographie. Voilà le passage d'Isaac Luria. Il dit « Sache aussi que parfois un homme se réincarne dans un corps féminin à cause d'un certain péché, comme le fait d'avoir couché avec un mâle, par exemple, lors de son existence antérieure. » Alors, c'est ça qui me frappe, c'est que c'est quand même très lié au désir. Le flou ou l'absence de frontières entre les sexes est lié à du désir. Or, dans le discours trans, ça n'est pas du tout lié à du désir. C'est lié à une identité, c'est lié à une nature. Et en ce sens, on pourrait dire qu'Abichten a pu en effet trouver son paradis dans le discours de Isaac Luria parce que précisément, ce discours-là renvoyait à du désir et en l'occurrence, évidemment, à du désir homosexuel, le mot homosexuel étant évidemment complètement anachronique par rapport à l'époque d'Isaac Luria. Mais enfin, bon, en gros, c'est ça. Et donc, on pourrait dire que au fond, tu te demandais la question, mais comment se fait-il qu'Abichten ait pu, tout en étant complètement enfermé dans un petit milieu, eh bien, savoir, etc. Je crois que c'est vraiment des espèces de confusion, de quiproquos de discours. C'est des sortes de... et qu'en fait, le discours d'Isaac Luria auquel elle s'est référée, elle, n'est pas du tout le discours trans. Il, lui, ne fait pas du désir subjectif, en quelque sorte, un point essentiel, un enjeu essentiel dans la question trans. Oui. En tout cas, vraiment, le livre de Mopsic est intéressant à lire. Alors, j'achète tout de suite le livre de Mopsic. Et deuxième point, je n'ai pas eu le temps de développer parce que je découvre moi-même maintenant certaines réflexions entre la sexualité, le genre et la mystique juive. Et je suis tombé aussi sur un livre qui a été publié dans les années 90, The Squirrel in the Square ou quelque chose comme ça, peu importe, où l'auteur montre, comme tu le suggères ici, qu'il y a en fait un conservatisme très très fort, même dans la tradition kabbalistique, et un androcentrisme extrêmement fort, puisque l'androgynie kabbalistique, comme montre cet auteur, est toujours un retour à l'androcentrisme de toute manière. Donc, je crois qu'il y a peut-être une sorte de superposition ou de contamination, devrais-je dire, du discours trans, entre guillemets, hypermoderne, je ne sais pas comment l'appeler, postmoderne, enfin contemporain en tout cas, et de ce discours, disons, judéo-mystique, ou de cette mystique-là. Et ça me paraît très... C'est pour ça que je suis peut-être de manière pas très généreuse, un tout petit peu soupçonneux par rapport au livre de Abistein, qui me paraît avoir subi une sorte de packaging avec l'éditeur, si tu veux, tu vois. Donc, il faudrait creuser ça, en tout cas, ça me paraît très intéressant. Mais voilà, donc effectivement, dans la Kabbale, on reste dans une position, bon, le péché d'homosexualité, le désir, etc., qui est en fin de compte, voilà, qui va expliquer ou qui va tenter d'expliquer cette transmigration. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre la parole? Moi, je veux bien. Ouais. Je veux bien. Jean-Pierre? Je veux bien. Oui, si Oui. tu veux bien. Jean-Pierre Winter, vas-y. Oui. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Je partage totalement votre point de vue sur le rapprochement avec la religion, mais je voudrais vous poser une question en vous demandant s'il ne serait pas possible d'aller un peu plus loin dans cette approche. Pour me faire comprendre très rapidement,
je commencerai par une citation de Pierre Legendre, qui n'était pas juif, mais qui dit « Deux modes d'entrée dans la loi et dans l'écriture de la loi sont en cause. L'un, le romano-chrétien, fondé sur les arcanes, sur les oracles du pouvoir incarné, l'autre, le juif, fondé sur la transmission des interprètes. » Alors, cette citation de Legendre, c'est juste pour dire que il me semble qu'on pourrait creuser, enfin, en tout cas, c'est une question que je vous pose, qu'on pourrait creuser un peu plus la question de l'incarnation qui me semble être centrale dans toute la question trans. Or, la question de l'incarnation, c'est essentiellement la question qui est au cœur de ce qui sépare le judaïsme du christianisme. Mais il en est une autre, sur laquelle vous avez un peu insisté, bien que ça demanderait d'amples développements cliniques, c'est la question de la certitude. Je voudrais insister, vous poser des questions en insistant sur le fait que ce qui caractérise le discours trans qui se fait au nom de la fluidité des sexes apparaît dans la réalité clinique, excusez-moi, mais je me réfère au travail clinique, apparaît dans le travail clinique comme en fait étant tout ce qu'il y a de moins fluide en s'appuyant très précisément sur des certitudes qui sont inébranlables. En ce sens, ce que dit Pierre Legendre, notamment par exemple quand il fait référence à une nouvelle de Justinien qui disait « Les Juifs se livrent à des interprétations insensées », en ce sens qui fait le partage entre les trans affirmés, les trans affirmatifs et ceux qui ne se réclament pas de cette conception, c'est l'interprétation, la possibilité de l'interprétation. Ce sont des personnes avec lesquelles il est a priori impossible d'interpréter. Toute interprétation étant vécue immédiatement comme une stigmatisation, comme une mise en question de leurs convictions. Et en ce sens, ils sont très proches des religieux extrémistes, les plus extrémistes des religieux, quelle que soit la religion, notamment dans les religions monothéistes, qui effectivement sont bardées de certitudes inébranlables et donc d'une certaine manière, je dirais aussi, inanalysables. Enfin, une dernière chose qui me paraît questionnable, votre référence à la mystique juive me paraît fondamentale, extrêmement intéressante et qui mérite effectivement d'amples développements. Et dans votre exposé, je m'excuse de ne pas avoir encore lu votre livre, mais soyez bien sûr que dès demain, je vais me précipiter pour le lire en détail. Il y a une chose qui est très importante, c'est la question du nom, la question du dénem. Je crois que c'est absolument central, c'est la centralité même de la mystique juive. On le voit par exemple dans les travaux de Gershom Scholem, qui insiste beaucoup sur cette dimension, et que du coup la question devient celle de l'articulation du nom et du sexe. J'ai l'impression, mes travaux, mon écoute m'amène à penser que la question du nom, en l'occurrence du prénom et du dénem, est antérieure même à la décision de changer de sexe. Que ça en est en quelque sorte le moteur, mais je peux me tromper, mais j'ai souvent cette impression, en écoutant notamment des adolescents qui disent qu'ils sont tombés dans le mauvais corps, que la décision fondamentale, celle à laquelle adhère la société globalement aujourd'hui, notamment l'éducation nationale, mais le planning familial, etc., c'est la question du changement de prénom, de l'autonomination. Comme si on était passé de l'autonomination, de l'autonomie à l'autonomination, comme étant le point fondamental qui ne demande qu'à se concrétiser, qu'à se réaliser dans un changement effectif de sexe. Je vous remercie infiniment, vraiment pour ça, Jean-Pierre Winter. Je pense que la question du désir est fondamentale, la rigidité par rapport à l'interprétation, ou le refus justement d'interprétation, ça s'articule à mon avis au problème du désir et de ce que vous disiez, Isabelle de Meckenheim, entre cette espèce de manière de substituer la volonté finalement au désir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rigidité
et le désir d'interprétation, finalement, est complètement exclu, en sorte que la parole analytique doit être, enfin, la clinique doit être extrêmement, comment dire, challenging, comme on dit en anglais, je suppose, avec quelqu'un qui a de telles certitudes. Ça doit être extrêmement difficile. Je pense aussi que la question de l'incarnation m'intéresse énormément, peut-être plus du côté de ce que Isabelle de Mecnem disait, à savoir du côté de la phénoménologie et de Merleau-Ponty. Ça, c'est une piste que moi, j'aimerais beaucoup suivre. Et ça m'est venu notamment dans les réflexions que je mène en ce moment sur l'intelligence artificielle, où j'essaye de réfléchir précisément à ce qui distingue l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle. J'ai parlé du corps et de l'incarnation, et je pense effectivement que du côté de Merleau-Ponty, on aurait ce corps vivant à l'intérieur du monde, plongé ou immergé dans le monde. Ça pourrait effectivement donner des résultats et des analyses extrêmement intéressants. Donc, mais en ce qui concerne voilà, alors le nom, et vous avez raison, je pense que j'ai aussi autour de moi des jeunes qui sont en période, disons, de transition de genre. Et vous avez raison, c'est très étrange, la question du nom, la question du symbolique vient vraiment, est vraiment précédente, d'une certaine manière, précédente sur la transformation, voire la prise d'hormones, sans parler de la chirurgie. Il y en a quelque chose comme une sorte comment dire, de touche ou de tentative de retoucher ou même peut-être pire que ça, peut-être de détruire le symbolique par le nom qui a été donné. Il y a quelque chose de tout à fait troublant, je dirais, là-dedans. Merci. Qui souhaite intervenir? Nicole Athéa. Il faut que tu décoches le... Voilà. J'ai été très intéressée par ce que vous avez présenté, Bruno Chawat, parce qu'il se trouve que je connais une famille de catholiques ultra pratiquants, avec famille de 10 enfants qui est véritablement à l'église, avec messe en latin, oncle curé, etc., dans lequel il y a 2 enfants, l'une qui se dirige, enfin qui est en train d'entrer dans une transition, et l'autre qui est dans une homosexualité, ce qui est absolument différent à mon sens. Mais il s'agit bien, en tout cas, dans cette histoire-là, de ce que vous avez raconté, c'est-à-dire qu'il y a une angoisse terrible de l'héritage, un refus absolu, radical de l'héritage, et qui est attaqué, c'est pas tellement le genre que la religion qui est mise en cause et la façon de tuer les parents. Un petit peu comme on a cité plusieurs fois Legendre ici. Je trouve que ce livre qui s'appelle Le crime du capitaine Lorty est très opérant pour comprendre les crimes que ces enfants, que ces jeunes font par rapport à ces parents-là, de les tuer symboliquement. Et je pense que ces contextes-là, hein, comme celui d'Einstein que vous avez cité, ce sont des contextes qui se créent très tôt dans l'enfance, avec un refus très fort de ce qui est familialement mis en place de façon très dogmatique, très autoritaire, très hiérarchique. Et pour cette fille qui va devenir homme, un statut féminin qui est complètement écrasé. Donc, il y a là des constellations, j'allais dire, qui se mettent en place dès la petite enfance dans des structures extrêmement totalitaires et pour lesquelles le refus est absolu, radical, comme pour Einstein. Et je pense que c'est véritablement ça
ce qui se noue. Et j'avais une autre histoire comme ça d'un patient qui était un photographe assez connu et qui réussissait très bien et qui a eu un père qu'il a absolument détesté dans la petite enfance. C'était véritablement un tyran domestique et il a été élevé dans cette constellation et véritablement tuer le père. Tuer le père, c'était quelque chose de très important et on retrouve ça chez Oppenheim qui dit souvent, parce que c'est aussi une parole qu'on entend chez les trans, chez ces trans-là, c'est mais coupez-moi ce morceau de bidoche que je ne veux pas voir, c'est-à-dire des choses terriblement agressives par rapport à leur sexe, et parce qu'ils ont vécu des choses terriblement agressives dans des ambiances extrêmement totalitaires. Mais j'allais dire, ces structures-là, ces problématiques-là, trans, que moi je connaissais bien dans la clinique que j'ai eue, ça n'est plus du tout, ce n'est plus du tout le même champ clinique que celui qu'on voit pour les adolescents aujourd'hui. C'est un tout autre champ avec un démarrage qui se passe à l'adolescence dans une problématique effectivement de psychopathologie. Et je pense qu'il ne faut absolument pas mélanger les deux champs cliniques. Et je voulais rajouter aussi une chose, c'est difficile de dire, dans la problématique trans, il y a des choses très différentes. Il y a des choses d'abord cliniquement très différentes, un champ clinique qui était un champ clinique habituellement adulte, un champ clinique adolescent, mais il y a aussi une idéologie. Et tout ça n'est pas, je dis, n'est pas sans lien, mais et en même temps c'est pareil. Ces gens que nous recevons comme des trans, ce ne sont pas des porteurs d'idéologie le plus souvent, ce sont des gens en souffrance, mais qu'il y ait des idéologues qui nous, parfois d'ailleurs, nous empêchent de faire correctement notre travail, c'est un autre champ. Voilà. Je te remercie, Nicole, de le rappeler. Comment ça se passe, Bruno, aux États-Unis? Comment vous percevez un petit peu, est-ce qu'il y a il y a un léger frémissement actuellement de changement quand même dans certains États, puisque... Non, ben, comme je disais, c'est un phénomène que moi j'observe, que nous observons surtout en milieu, disons, urbain. Comme je suis en milieu urbain depuis quand même très très longtemps maintenant, je ne peux pas vraiment dire comment ça se passe ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire aussi, Madame. Je ne retrouve plus votre nom, je suis désolé. Je n'arrive pas à voir. Nicolas Athéa. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des singularités, des spécificités, qu'on a des champs cliniques très différents. C'est pour ça que j'ai pris justement l'exemple très singulier de Abistein, où là, on était dans un contexte très, très répressif, un peu comme l'histoire de la famille catholique intégriste ou dure, en tout cas, que vous évoquiez. Et c'est là quelque chose d'un peu qui, moi, n'étant pas du tout clinicien, me paraît un peu paradoxal parce que d'un côté, on a l'impression d'avoir des jeunes qui sont sous le poids, d'une certaine façon, d'une instance surmoïque très, très pesante. Et d'un autre côté, la génération, les jeunes dont parle Charles Melman dans son livre L'homme sans gravité, c'est-à-dire exactement le contraire. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas du tout de, comment dire, de repères ou d'orientation familiale, symbolique, etc. Donc là, il y a quelque chose comme une énigme, je n'ai absolument aucune réponse à ça. Maintenant, aux États-Unis, non, ben, on a, disons, on voit de plus en plus d'étudiants qui sont, disons, gender fluid ou non-binary, donc qui ne veulent pas s'identifier. Il y a bon, un peu comme en France, il y a de plus en plus de pronoms personnels qui sont ajoutés, disons, à la signature. C'est quelque chose qui devient maintenant pratiquement la norme plutôt que l'exception. En tout cas, encore une fois, en milieu urbain, je pense que c'est probablement un peu la même chose. J'ai des collègues ici sur cette plateforme maintenant, Zoom, qui enseignent aussi aux États-Unis, qui peuvent peut-être témoigner. Mais je pense que effectivement, c'est quelque chose qui, enfin, on observe depuis 5, 6, 7 ans, disons, de plus en plus
soit de transition, soit de changement de prénom, soit d'indication voilà, du pronom personnel. Sylvie, Oui, alors effectivement, je crois que je reprendrai les choses telles que Nicole Attea vient de les dire. Après tous ces échanges, je crois qu'il y a une telle spécificité chez ces jeunes. D'abord, le fait que ce soit très majoritairement des filles. Et ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'elles fuient comme ça de la féminité aujourd'hui? Et ce qui m'a frappé chez certaines d'entre elles, c'est, quand je leur posais les questions, c'est au fait que vous dites beaucoup de mal des hommes. Pourquoi voulez-vous devenir un homme? Et les choses qui m'étaient renvoient à la question de la phénoménologie à Merleau-Ponty. Je pense qu'il y a de grandes pistes à aller chercher de ce côté-là. C'est je veux la voix d'un homme, je veux être perçue comme un homme, je veux. Mais c'était au niveau d'une perception qu'elle ne connaissait pas manifestement. Et puis effectivement la question de la voix du père, de l'homme en elle, donc des choses très naïves, comme une petite mythologie auto-construite finalement. Là où je crois que l'intervention de Nicole Attea est très importante, c'est qu'il faut vraiment dissocier la question trans de la mode des adolescents qui se transidentifient parce que c'est le dernier gadget à la mode. Aujourd'hui, il faut bien le dire. Et une des choses qui, moi, m'a fait rentrer dans ce questionnement d'un peu plus près, c'est non pas ce que font ces enfants, mais la manière dont les médecins y répondent. C'est ça la vraie question, c'est ça le vrai scandale. Que se passe-t-il pour que des médecins puissent considérer aujourd'hui qu'un adolescent n'est pas dans un positionnement de doute suffisant? Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, dans la clinique qui est la nôtre, je crois qu'il faut dissocier certains âges, certains moments. Il y a des adolescents qui viennent, qui sont persuadés d'être une fille ou un garçon, et puis si vous les revoyez 2-3 ans après, c'est passé. C'est passé parce que la psychopathologie a pris le dessus sur un plan autre que celui de son dysphorie de genre qui est auto-vendable comme le sont aujourd'hui tous les diagnostics qui sont prescrits par les DSM et qui font que les enfants arrivent maintenant avec des autodiagnostics qui nous balancent à la figure sans même savoir ce que ça veut dire. Et la dysphorie de genre participe de cela aussi. Et puis d'autres sont tellement pris dans la question de la certitude dont vous avez parlé tout à l'heure qu'effectivement, ils vont y aller. Mais on ne peut pas généraliser. Je crois que la clinique aujourd'hui des adolescents nous enseigne qu'elle est fluide, effectivement, et que contrairement à ce qu'ils pensent, on les assigne avec des hormones et de la chirurgie d'une manière qui est inacceptable. D'où la question des transitions. Et je ne confondrais donc pas la question des gendres fluides et des gendres, oui, c'est des genres fluides et la médicalisation à outrance de la petite enfance, de l'adolescence, pas seulement sur le plan des genres, mais même sur la question de la psychiatrisation, et qui fait que les gamins, les gamines arrivent à un moment donné nous voir en disant, nous psychiatres, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai pris des anxiolytiques, pourquoi je ne prendrais pas d'hormones après tout? Ma mère a pris des hormones, elle a un cancer du sein, alors qu'est-ce que vous avez à me donner comme réponse face à ça? Et je trouve que là, il y a quelque chose de très important à discuter, la médicalisation à outrance de la jeunesse. Oui. Et alors, merci beaucoup. Et effectivement, il y a encore une autre tension, un autre paradoxe pendant 20 ou 30 ans, et là, je pense que c'est Éric Marty pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Il y a eu disons, cette théorie du queer qui était effectivement du côté de l'incertitude, c'est-à-dire du côté d'une certaine psychofluidité et qui entre évidemment en tension avec la certitude et l'extrême polarisation tout à fait paradoxale homme-femme qu'on trouve principalement dans la médicalisation et dans la recherche de médicalisation chez les jeunes trans. Alors là, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, je ne sais pas, il y a 5 ans, 10 ans, qui fait que tout ce que la théorie, la déconstruction, certain type de déconstruction, la queer theory, gender theory, etc., nous avait enseigné, pour le meilleur et pour le pire, à savoir que le genre était quelque chose qui se construisait, qui se déconstruisait, qu'on pouvait faire, refaire de manière performative, etc., etc., se retrouve maintenant rigidifié ou même psychiatrisé, je dirais, par des cliniques, des cliniciens, etc. Je suis d'accord avec vous. Au nom d'une dépsychiatrisation, il y a une surmédicalisation. Oui, oui. Hein? Bon,
je crois on s'achemine vers la fin. Et je me reste à remercier tous les intervenants et puis ceux qui ont pris la parole. Voilà, nous nous retrouverons certainement. Cette conférence inaugure un cycle de conférences de la petite sirène, donc on poursuivra. Je pense qu'on en a bien besoin des échanges. Et là, c'était quand même tout à fait intéressant de prendre de la hauteur et de nous extraire aussi un petit peu de notre quotidien, c'est-à-dire les hormones, les mastectomies, etc., puisque effectivement, chaque jour, des articles paraissent de nos collègues, aussi bien aux États-Unis, en Australie, etc., sur ces questions. Donc, je trouve que c'était tout à fait intéressant de prendre un peu de hauteur grâce à vos digressions rhapsodiques, comme dit Isabelle. Voilà. En tout cas, Merci merci. infiniment. Merci à tous et merci à toutes. Merci. Merci. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.